Le président du groupe France Télévisions, Delphine Ernotte, poursuit son grand ménage de printemps. Le présentateur vedette du JT de France 2, David Pujadas, en a fait les frais sans réelle justification. Une annonce qui ressemble à une décision politique. Macron et la GPA, une vision plus qu'ambiguë. Le président de la République s'est dit opposé à la gestation pour autrui, mais refuse de s'engager en faveur de son abolition universelle. Avec la suppression du ministère de la Famille, les pro-vie craignent sa légalisation dans les prochaines années. Les passations de pouvoir battent leur plein. Les anciens locataires des palais nationaux débarrassent leurs affaires. Combien emporteront un tableau, un fauteuil ou un bureau en souvenir? Il en manque en tout cas 23 000 à l'appel sur un total de 430 000. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de France Télévisions, Delphine Ernotte, l'avait promis, elle tient parole. La chasse aux blancs de plus de 50 ans est ouverte sur les chaînes télévisées publiques. Mercredi, David Pujadas, le présentateur du 20h de France 2, a été évincé par Delphine Ernotte. Une décision qui s'apparente à un choix politique alors que le service public est financé par les contribuables. Thibaut Bastide. Julien Lepers et maintenant David Pujadas. Le tableau de chasse du président du groupe France Télévisions, Delphine Ernotte, s'allonge. Mercredi, le présentateur vedette du 20h de France 2 a appris son éviction. Quelques jours après l'arrivée d'Emmanuel Macron aux commandes de l'État, l'annonce du départ de David Pujadas apparaît comme une décision politique. Même si Delphine Ernotte s'en défend, sa proximité avec le nouveau président de la République ne serait pas étrangère à cette éviction. En effet, le 3 mai dernier, le président de France Télévisions s'était empressé d'embrasser Brigitte Macron lors de son arrivée sur le plateau du débat d'entre-deux tours. Delphine Ernotte a de son côté réagi en déclarant qu'il s'agissait de sa décision et qu'elle n'avait pas à l'expliquer. Cependant, l'explication semble toute trouvée. En effet, lors de son arrivée à la tête du groupe du service public il y a 2 ans, Delphine Ernotte a été très claire, plus de modernité, plus de femmes et moins de blancs de plus de 50 ans. Une promesse tenue avec le renvoi notamment de Julien Lepers, animateur vedette de Questions pour un champion, qui n'a pas hésité à parler d'une véritable discrimination. Madame Ernotte, présidente de France Télévisions, aujourd'hui, arrive en déclarant « Je veux moderniser, rajeunir, féminiser et plus de visage pâle de plus de 50 ans ». Trop de blancs de 50 ça ans. Ça s'appelle une discrimination qui est punie par la loi. Les propos de Delphine Ernotte sont d'autant plus problématiques du fait qu'il s'agisse du service public. Par ce statut, l'État est actionnaire de France Télévisions. La politique discriminatoire menée par Delphine Ernotte est donc financée par le contribuable. Mais cette éviction devrait plaire à Emmanuel Macron. En effet, David Pujadas sera remplacé par Anne-Sophie Lapix, dont le mari, Arthur Sadoun, est président de Publicis France, présent au CAC 40. Une véritable petite tambouille entre amis. Avec Emmanuel Macron, la GPA, c'est probablement pour bientôt. Si le président élu s'est déclaré opposé à la gestation pour autrui, il ne s'est toutefois pas engagé pour son abolition universelle. Il affirme même vouloir s'attaquer au problème de la GPA très peu payée et subie. Pierre Bergeron. La GPA ne sera jamais légalisée au cours de son quinquennat. Voilà ce qu'avait déclaré l'équipe d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Mais la philosophe Sylviana Gazinski, l'épouse de Lionel Jospin, trouve cette affirmation bien ambiguë. Et pour cause, Emmanuel Macron a jugé irréaliste l'abolition universelle de la gestation pour autrui. Lors du débat d'entre-deux tours, le candidat En Marche avait déclaré vouloir permettre la reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger, arguant qu'on ne peut pas les laisser sans existence juridique. Une affirmation qui laisse entendre qu'Emmanuel Macron ne connaît pas son sujet ou plutôt feint de l'ignorer. En effet, les enfants nés d'une gestation pour autrui sont reconnus par le droit français. Ils disposent d'un état civil établi dans leur pays d'origine. Leur filiation, qui découle de leur acte de naissance, est bien reconnue en France. De plus, un enfant élevé sur le sol français acquiert la nationalité française dans les 5 ans. Lors de la campagne, l'homme d'affaires Pierre Berger, soutien d'Emmanuel Macron, favorable à la marchandisation du corps, avait déclaré que la GPA serait autorisée en cas de victoire de son poulain. En effet, en validant le fait que de grandes démocraties l'ont accepté, Emmanuel Macron différencie plusieurs formes de GPA. Selon Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, Emmanuel Macron n'est pas opposé à son principe si elle est encadrée et souhaitera à terme sa légalisation au vu du nombre de GPA attendus à l'avenir. La protection de l'enfant
enfant est ainsi utilisé pour faire avancer la gestation pour autrui. Notons que des discussions sont d'ailleurs déjà engagées à la conférence de La Haye pour donner un cadre juridique à la GPA. Il y a en effet à la conférence de La Haye travail qui est en cours depuis plusieurs années avec une vingtaine d'experts, travail qui consiste à élaborer un contrat type, si vous voulez, un cadre de droit international privé qui permettrait d'encadrer la gestation pour autrui, c'est-à-dire de l'autoriser dans les faits, faciliter cette pratique, y compris dans les pays qui ne l'ont pas légalisée. Cela revient très explicitement, très clairement, à contourner la difficulté et les difficultés liées au fait que des États l'autorisent ou l'interdisent, comme la France, pour avancer sur cette pratique. Et cela confirme qu'il n'est pas opposé au principe même de la GPA. Donc il est évident que, à minima, il nous fera avancer pas à pas vers la reconnaissance de la GPA jusqu'au moment où il sera inéluctable et d'ailleurs même logique de dire la GPA elle est pratiquée, donc maintenant il faut la légaliser en bonne et due forme. Comble de l'esprit qui anime Emmanuel Macron, il a affirmé vouloir s'attaquer au problème de la GPA, très peu payée et subie. Pour lui, le problème de la GPA n'est donc pas éthique mais financier. Il a par ailleurs supprimé le ministère de la Famille mercredi lors de l'annonce de son nouveau gouvernement. Autre inquiétude dans le camp des pro-familles, le nouveau ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est personnellement déclaré favorable à l'euthanasie lors d'un colloque au Grand Orient en 2015 sur la fin de vie des enfants. Rappelons qu'Agnès Buzyn a réalisé toute sa carrière de médecin à Necker, un hôpital réservé aux enfants. Certains font leur carton, d'autres arrivent. C'est bien sûr des nouveaux ministres et secrétaires d'État et des équipes qui les entourent dont il est question. Problème, dans ces déménagements, il n'est pas rare de perdre la trace de certains meubles et objets de décoration. Natacha Königsberg. 430 000, c'est le nombre de meubles recensés dans les registres du mobilier national et des administrations françaises. Tableaux, bureaux, tapisseries, mais aussi fauteuils, canapés ou lampes sont numérotés et identifiés dans ces registres avec description et photos parce qu'ils sont considérés comme ayant de la valeur, qu'ils soient anciens, qu'il s'agisse de copies ou encore de meubles modernes. Le problème, c'est qu'à l'occasion des changements de ministres et d'équipes qui les accompagnent, les inventaires ne manquent pas de révéler à chaque fois que certains de ces meubles, bibelots et objets de décoration ont curieusement disparu de la pièce dans laquelle ils étaient censés se trouver. Les partants étant sur le départ, le nez dans les cartons, ils ont beau jeu de dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus. On les a changés de pièce quand ils n'étaient pas là, ils ont été remisés parce qu'ils gênaient ou ne plaisaient pas aux locataires du bureau. Et tant pis si l'on n'en retrouve pas la trace, circuler, y a rien à voir. Au final, sur les 430 000 pièces du patrimoine national mises à disposition des ministères et autres lieux de pouvoir, au dernier décompte datant de l'an dernier, il en manquait près de 25 000. Et sur le lot, seuls 1% ont été retrouvés. Chose étonnante, si l'on peut concevoir comment une lampe ou un tapis peut prendre la poudre d'escampette, c'est plus difficile à comprendre pour des bergères signalées manquantes à l'Assemblée nationale, des tapisseries géantes de 6 mètres de large disparues d'une ambassade de France dans un pays d'Afrique, ou encore, c'est le pompon, pour un lit ancien de 2 mètres de long sur 2 mètres de large, en quelque sorte un lit king size que l'on ne retrouve plus au château de Versailles. En 2016, un total de 1346 plaintes avaient été déposées. Mais pour l'instant, personne dans un ministère ou une administration n'a été inquiété ni démasqué par la police et la justice, ou du moins pas publiquement. Le commerce équitable, ou comment faire une belle action en faisant ses courses. C'est en tout cas l'image que s'est donné ce business inspiré d'une certaine forme d'altermondialisme. Mais la réalité de ce commerce est bien éloignée de l'image sympathique qui lui est abusivement prêtée. Pire, elle est néfaste pour l'économie locale. Un commerce équitable qui n'est pas vraiment si équitable que ça. À grands coups de publicité et de réclame, le commerce équitable est entré dans les habitudes d'achat de nombreux consommateurs depuis le début des années 70. Au fil du temps, le label équitable est même devenu un véritable argument de vente. Le modèle est simple. En faisant vos achats, vous faites un acte politique. Vous permettez, par le simple fait d'acheter du café ou des fruits labellisés équitables, à un petit producteur du tiers-monde de vivre de son activité, loin des tumultes du marché productiviste. Mais cette belle image cache
cache la réalité du commerce dit équitable. Devenu un vrai business, le secteur représentait en 2009 un total de ventes estimé à près de 3,5 milliards d'euros. Des milliards qui profitent finalement à peu de producteurs puisqu'il ne serait qu'1,5 million à profiter de cette manne financière. Évidemment, entre la vente et la rémunération des producteurs se trouvent des grands groupes et surtout des grands distributeurs qui permettent d'écouler la marchandise. Le terme équitable est lui-même biaisé. En effet, pour qu'il y ait équité, encore faudrait-il que les conditions de travail et les systèmes de protection sociale des différents producteurs soient équivalents. Or, les producteurs d'Amérique du Sud ou d'Afrique ne disposent pas des mêmes charges et conditions de travail que les travailleurs européens et français notamment. Et même sur les territoires où l'on produit équitable, les producteurs non labellisés se trouvent démunis face aux producteurs labellisés. Ce commerce favorise donc une forme de concurrence déloyale en Occident et au sein même des pays du Sud. Concurrence déloyale, mais pas seulement, il y a également beaucoup à redire en termes d'écologie. En effet, le commerce dit équitable peut s'avérer extrêmement nuisible pour l'environnement. En apportant des fruits, des légumes ou des vêtements depuis des pays du Sud, le fameux bilan carbone devrait être pris en compte, ce qui n'est pas le cas. La capacité de contrôle du travail et des méthodes de production respectueuses ou non de l'écosystème sont aussi délicates du fait de la distance consommateur-producteur. Le label équitable est aussi un facteur d'appauvrissement de la biodiversité et du localisme. En achetant une banane ou un pamplemousse étiqueté équitable, le consommateur français prend dans son panier des produits fabriqués à l'échelle mondiale et ne favorise aucunement les circuits courts qui sont pourtant à la base d'une consommation écologiquement responsable. Le consommateur porte ainsi atteinte au producteur qui lui est proche. Pas étonnant, avec de telles habitudes de consommation, de voir la biodiversité locale s'appauvrir. Ainsi, certains arboriculteurs produisaient des dizaines de variétés de pommes il y a quelques années et n'en produisent plus que quelques-unes aujourd'hui. Tributaire de la grande distribution et donc des grands groupes commerciaux, écologiquement néfastes, anti-localistes et anti-biodiversité, le commerce dit équitable, pétri de bonnes intentions, s'avère être en réalité un simple débouché commercial. Et passons à présent à l'actualité en bref. La perpétuité pour Francis Saulme. Mercredi, la cour d'assises de la Moselle a condamné le tueur à la prison à perpétuité pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz, plus de 30 ans après les faits. Francis Saulme a aussitôt annoncé vouloir faire appel de cette décision. L'individu avait déjà été condamné à une peine de 15 ans, une peine de 20 ans, 3 peines de 30 ans et 3 peines à perpétuité en comptant cette dernière. Valérie Pécresse subventionne SOS Racisme et l'inter-LGBT. Mercredi, lors de la commission permanente d'Île-de-France, la présidente Les Républicains du Conseil régional a distribué 25 000 € à l'association antiraciste. L'édile de droite est donc plus généreuse que la mairie de Paris et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, tous deux de gauche, qui ont respectivement distribué 1 000 et 2 000 €. Pas de jaloux, Valérie Pécresse a également versé 25 000 € à l'inter-LGBT, alors même que le nombre de ses membres sont favorables à la légalisation de la GPA. Les 3 élus du mouvement Pro-Vie Sens Commun, membres de la majorité, sont restés muets. Des sanctions plutôt que des migrants pour le ministre de l'Intérieur polonais, issu du parti conservateur Droit et Justice. Les quotas européens de migrants sont pires que toutes les sanctions décidées par Bruxelles. Pour se justifier, le ministre appelle les contestataires à se souvenir des attentats terroristes et du développement des communautés musulmanes dans les pays d'Europe de l'Ouest. La Commission européenne pourrait prochainement décider des sanctions contre Varsovie, des sanctions pouvant aller jusqu'à la privation du droit de vote au Conseil européen. Transgenre à 7 ans, c'est à Boston, aux États-Unis, pays en pointe sur la question de la transsexualité, que Jacob vit avec ses 2 parents. La petite fille, qui avait d'abord refusé de porter des vêtements féminins et de se faire rappeler par son prénom, a finalement convaincu des professionnels de santé de lui laisser choisir son nouveau patronyme à l'âge de 4 ans. Pratique populaire aux États-Unis, Jacob aura ainsi le privilège de pouvoir se présenter à la fois au concours de Mini-Miss et de Mini-Mister. Et dans un instant, notre Zoom du jour, François Varou, ancien espion français à la DGSE, détaille la vie d'un officier traitant et témoigne de ce métier d'agent de renseignement en nous présentant son livre « James Bond n'existe pas ». Il y a des limites dans la recherche. Ça n'est pas suffisant, d'autant plus que maintenant, nous avons un défi à relever, c'est celui du terrorisme. Le terrorisme, dans les années 80, n'était pas au point que nous le connaissons actuellement. Ça, c'est clair. Et en plus, il est pas multitâche, mais il est partout. Hein. Il n'est pas est-ouest, il est nord-sud, ce terrorisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire de l'Afrique, du Moyen-Orient, Proche-Orient, vers le nord. Il n'a pas d'État. Il n'a pas d'État, ce terrorisme. Donc, quand j'ai dit multipolaire, on va dire.
Par conséquent, nous n'avons pas, à mon avis, ce n'est pas les 120 officiers traitants ou la centaine qui se trouvent par le monde qui peut arriver à faire cela. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Le propre de ceux que les universitaires parisiens appellent avec dédain les philosophes de comptoir, vous savez, est de tirer des enseignements de n'importe quoi et de faire des analyses sociologiques à propos de tout, y compris des plaisanteries glanées le matin à la radio ou des films qui ont le mieux marché. Et je me souviens, comme vous, j'imagine, de la faveur qu'a rencontré le film de Jacques Weber, Le dîner de cons. Et je me souviens qu'à Campagnol, on s'est vaguement reconnu dans l'un de ses acteurs principaux, Jacques Villeray, qui pendant 10 ans a été omniprésent dans le cinéma français et à qui visiblement les spectateurs populaires se sont identifiés comme ils l'ont fait avec Coluche. Vous savez que ce sont ces personnages un peu balourds qui ne comprennent pas tout ce qui se passe mais qui ont un grand cœur et qu'adore en général le public populaire. Mais je voudrais surtout vous parler de l'autre acteur du dîner de cons, Thierry Lhermitte, parce que dans les films vraiment populaires, ceux qui marchent le mieux en France, il y a non seulement un brave gars un peu rondouillard qui a des naïvetés et qui est issu du peuple, jusqu'au vocabulaire, mais il y a toujours aussi un personnage comme Lhermitte qui, lui, parle très pointu, qui est plutôt grand, plutôt blond, plutôt mince, et qui a un regard clair et plutôt ironique dans le genre « expliquez-nous ça, ça m'intéresse ». Et celui-là semble né pour être l'escroc séducteur, celui qui vient vous vendre quelque chose, qui vient vous mentir à domicile, celui qui a du succès auprès des femmes, éventuellement d'ailleurs auprès de la vôtre. Et nous en voyons un avatar dans les films des Bronzés où le même Lhermitte, qui est un beau parleur, complètement vide, continuait à jouer le rôle du type qui fait tout bien, du ski, de la natation, du canoë-kayak. La chose amusante est d'ailleurs que dans la génération suivante, la nôtre, le personnage a été repris et remis à la sauce communautariste par Gad Elmaleh sous le nom de Le Blond, celui qui sait tout faire. Vous savez, le français de souche, en somme privilégié par la nature et par la société, une espèce de lévrier humain, tandis que l'autre, le bulldog, le corneau, le français de base, et désormais pas toujours de souche d'ailleurs, a du mal avec les femmes, avec les outils, avec les voitures. Il a un vilain maillot de bain, il est bronzé ou frisé comme Jacques Villeray. Et là, ça continue à marcher très bien auprès du public, cette opposition entre ceux qui savent, ceux qui séduisent, ceux qui sont intéressants et les pauvres types. C'est l'un des ressorts de la comédie à la française, ce qui prouve que notre pays est en guerre civile permanente. Alors où je veux en venir et quel est le rapport avec Campagnol ? Eh bien, au tout début de l'année dernière, quand Macron n'était encore que ministre de François Hollande, une femme qui en parlait au café a dit « Mais si tu sais, c'est celui qui ressemble à Thierry Lhermitte ». Et là, pour moi, tout s'est éclairé d'un coup. J'ai compris que Macron, au fond, pour les gens simples, instinctivement, c'est le blond éternel dans l'histoire de notre pays, celui qui convie en France de génération en génération à un énorme dîner de cons, celui qui demande au peuple ce qui va pas et qui, pendant que le français de base lui explique ceci et cela, le RSI, l'insécurité, les banlieues, les prix agricoles, pendant que la France de Jacques Villeray balbutie ses problèmes avec ses mots à elle, lui, le Thierry Lhermitte, regarde ses copains banquiers ou publicitaires par-dessus son épaule en lui disant « Oui, mais c'était intéressant ce que vous me dites là. Mais là, j'ai pas trop le temps, mais il faudra prendre rendez-vous. Hein » Eh bien, le rendez-vous est déjà pris, vous en faites pas. Dans les films, on sait comment ça finit. C'est toujours les Jacques Villeray qui ont le dernier mot, même si ce sera probablement un peu plus tardif que prévu. Mais peut-être d'ailleurs que c'est vous qui allez me le dire, le dernier mot. Écrivez-moi, merci.